Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du développement de nouvelles compétences. Sujet important qui me tient à cœur car quand on démarre une carrière dans les métiers de la tech, il faut se préparer à faire de la veille et à se former très régulièrement. Car acquérir de nouvelles compétences permet d'éviter d'être déphasé avec l'état de l'art, être au rendez-vous de ses missions et ses objectifs et bien sûr apprendre dans des domaines qui nous inspirent. Pour autant, même si l'on démarre une démarche de formation, les domaines de l'informatique et des nouvelles technologies sont tellement complexes, en mutation permanente qu'il est parfois difficile d'y voir clair. Et finalement, ce n'est pas la multitude de contenus incitant à apprendre tel ou tel langage ou des méthodes toujours plus agiles qui aident à prendre du recul pour faire les choix adaptés à ses propres besoins. Si pour vous aussi acquérir de nouvelles compétences est une préoccupation, je vous propose dans cette nouvelle série de vidéos de faire une pause pour réfléchir aux quelques questions suivantes. Comment prioriser l'apprentissage des compétences ayant le plus d'effet de levier ? Quelles sont les compétences les plus utiles même si elles semblent à première vue éloignées de son domaine? Doit-on privilégier le développement d'une expertise ou une approche plus généraliste? Bien sûr, ces interrogations n'ont pas de réponse définitive, mais après une vingtaine d'années dans la tech, ce sont toujours des sujets sur lesquels je suis personnellement en réflexion. Toutefois, je vous propose aujourd'hui de la partager pour peut-être vous faire gagner du temps ou vous donner quelques clés de réflexion. L'objectif de cette nouvelle série de vidéos n'a donc pas la prétention de vous dire quelle est la prochaine compétence à apprendre, mais plutôt de vous en présenter un panel comme un système qui vous permettra d'identifier, de choisir les plus utiles et les plus appropriés à votre contexte, de repérer les opportunités où vous pourrez prioriser leur apprentissage, définir la profondeur de l'expertise dont vous pourriez avoir besoin, et enfin identifier les pistes qui vous permettront de les développer. Allez, c'est parti, on démarre juste après ça. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Stéphane Lopez. J'explore les systèmes d'information et les nouvelles technologies pour vous redonner le contrôle et en faire des opportunités pour vous et vos entreprises. C'est garanti 100% concret, 100% pratique et surtout 0% bullshit. Dans cette série de vidéos sur l'apprentissage et le développement de nouvelles compétences, je vais mettre en avant celles qui me semblent importantes et utiles pour la gestion et le management d'un système d'information, des formations professionnelles obligent. Pour autant, je pense que c'est facilement adaptable à tous les métiers de la tech, et pourquoi pas au-delà. Je vous laisse donc le soin de sélectionner ce que vous avez à apprendre et à moduler le contenu en fonction de votre contexte. L'important n'est pas tant de savoir qu'il faut avoir des notions en programmation, mais pourquoi elles vous seront utiles. Et c'est ce que nous allons essayer de creuser ensemble. Alors, au programme de ces vidéos, je vais évidemment faire un focus sur le background technique et les compétences de gestion au cœur de la construction des applications et des systèmes d'information. Mais aussi aller chercher dans d'autres métiers ce qui peut être utile et faire toute la différence en termes d'efficacité et de productivité. Vous l'avez compris, le panel des savoirs que nous allons analyser va être large et la question de la profondeur des savoirs va se poser. Nous allons donc commencer par examiner ce qui caractérise les profils les plus généralistes avec ceux développant une expertise. Venu du monde anglo-saxon, il est assez courant de classer les compétences des personnes par la forme de leur profil de compétences. Commençons par le généraliste. Il est caractérisé par un profil en forme de barre horizontale, cumulant des compétences dans une multitude de domaines sur lesquels il pourra s'appuyer. Dans un jeu de rôle, le généraliste peut être vu comme un chasseur ou un paladin. Il ne sera jamais aussi fort qu'un guerrier, aussi puissant qu'une magicienne. Il ne pourra pas guérir aussi bien qu'un clerc. Mais sa polyvalence lui permettra d'avancer sur tous les terrains et de répondre à des problématiques variées dans des situations où il est difficile d'anticiper tous les besoins. Pour les personnes ayant développé une expertise dans un domaine spécifique, on parle de profil ayant une forme en I, la barre verticale représentant la profondeur du développement d'un domaine de compétences. Mais définir l'expertise est un exercice un peu pénible, car finalement on est toujours l'expert de quelqu'un, il y a toujours plus experts que nous. Je vous propose toutefois une petite définition. Un expert est une personne qui s'appuie sur son expérience et sa connaissance de l'état de l'art pour répondre à des problématiques spécifiques sous forme de livrables de qualité dans un temps donné et limité. La qualité et la temporalité d'un résultat attendu, le livrable, sont donc les clés qui permettent de caler et de contractualiser une mission d'expertise avec un objectif donné. Mais finalement, l'expertise ne devrait pas se décréter. De mon point de vue, cela devrait plutôt être la reconnaissance de l'expérience, de résultats concrets et factuels par ses mandataires et ses pairs. Et pour le reste, mais revenons à notre jeu vidéo. L'expert est donc le mage de feu, il est super efficace à distance mais se fera dégommer en quelques minutes en mêlée par n'importe quelle créature. Bref, c'est l'arme fatale à distance, mais il sera parfaitement inadapté pour répondre aux situations pour lesquelles il n'a pas ou peu de compétences. On peut se demander maintenant dans quelles circonstances sont attendus des niveaux d'expertise élevés ou des profils plus généralistes. On constate assez couramment que plus la taille des entreprises est grande et plus les fonctions auront tendance à se spécialiser et nécessiter des niveaux d'expertise élevés. A l'inverse, pour la majorité des entreprises de taille moyenne ou plus petite, ou avec des DSI réduites, il faut être en mesure de changer de casquette pour occuper de multiples rôles. Par exemple, dans une start-up en phase d'amorçage, un CTO contribuera à la stratégie, designera l'application, la codera, s'occupera du support, du recrutement des futurs développeurs, etc., etc.
Et c'est parfaitement normal et attendu. Les niveaux d'expertise les plus hauts sont finalement rares dans les entreprises, que l'on retrouve plus dans des organismes de recherche ou des unités de R&D. Le besoin de haute expertise dans une entreprise traditionnelle est souvent spécifique, ponctuel et sera en général couvert par des indépendants ou des entreprises de services spécialisées. Une interrogation que l'on peut avoir quand on démarre l'apprentissage de nouvelles compétences, c'est de savoir jusqu'où faut-il creuser l'expertise avant de passer à la compétence suivante. L'expérience, les besoins et l'affinité d'un domaine peuvent aider à trouver une réponse. Ceci dit, je vous propose de partager 2 points de repère utiles. Le premier est de garder en tête le célèbre principe de Pareto. Pour rappel, ce principe constate de manière empirique qu'environ 80% des effets sont produits par environ 20% des causes. Et cela se constate dans la plupart des domaines. Ainsi, en suivant ce principe pour l'apprentissage, il sera judicieux de repérer et se concentrer sur les 20% d'efforts qui permettra d'atteindre 80% de la connaissance. La réciproque est également intéressante car pour atteindre les 20% d'expertise restantes, il faudra déployer 80% d'efforts complémentaires. Le second principe que je voulais partager avec vous est le biais de surconfiance, appelé aussi le biais de Dunning et Kruger. Leurs expériences ont montré que dans notre société occidentale, un néophyte aura tendance à surestimer sa capacité à réaliser une tâche donnée, tandis qu'à l'inverse, un expert surestimera la difficulté à résoudre une problématique. Cela donne matière à réfléchir au contexte quand on confie une problématique donnée. Mais pour revenir à notre apprentissage, en reprenant le schéma satirique de cette expérience qui modélise la confiance au regard de l'expérience, l'idée est d'essayer de dépasser la montagne de la stupidité et d'atteindre la voie de l'humilité. Ou plus simplement, apprendre suffisamment pour prendre conscience de ce que l'on ne sait pas encore et du chemin qu'il nous reste à parcourir pour atteindre nos besoins et nos objectifs. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette exploration des niveaux d'expertise sans vous parler des profils en T. Les profils en T sont ou ont été pendant longtemps le Graal des recruteurs. Il correspond à un généraliste qui au cours de sa carrière s'est spécialisé dans une discipline. Alors profil horizontal, en I ou bien en T, je vais vous faire une confidence, je ne suis pas vraiment adepte de cette catégorisation, car elle est focalisée sur les compétences techniques et laisse supposer une certaine uniformité de l'expérience. Dans le monde réel, l'expertise est multiple et alimentée par ses bases, l'expérience, l'environnement, et est influencée par sa capacité à en acquérir de nouvelles. Vous noterez que cette dernière capacité est aussi une compétence. Alors, pour représenter toutes les dimensions des compétences, et comme l'innovation n'est pas uniquement l'apanage de nos amis anglo-saxons, je vous propose une représentation un peu différente. Elle consiste à regrouper les savoirs et les compétences dans 4 quartiers, représentant chacun un grand domaine, et d'en identifier les interactions. On pourrait l'appeler le modèle 360, c'est à la mode en ce moment, ou le modèle 0, ou pourquoi pas un truc bien français comme le modèle camembert. Mais commençons l'exploration de nos grands domaines avec celui qui regroupe les compétences liées à la gestion des systèmes d'information. L'objectif de ces compétences est de faire tendre la DSI, sa production et ses activités vers un certain niveau de maîtrise et de prédictibilité. Pour illustrer cette première catégorie, on retrouve donc, par exemple, les compétences liées à l'organisation et la gouvernance DSI, la gestion des processus de la DSI, la gestion et le partage de la connaissance, le pilotage et la gestion de projet, la gestion financière, l'organisation des marchés et des appels d'offres, mais aussi le juridique. Le second grand domaine regroupe les compétences techniques. Il s'agit du cœur de métier de l'informatique, à savoir les compétences permettant de bâtir les applications et les systèmes d'information pour votre entreprise et vos clients. Cela comprend toute la pile technique, les infrastructures que j'évoquais dans cette vidéo, le développement des applications, en passant par toutes les couches permettant d'articuler et faire communiquer les systèmes d'information entre eux, et bien sûr toutes les couches de sécurité et mécanismes de résilience. Alors d'expérience, quand on gère une direction des systèmes d'information, il est parfois compliqué de garder un pied dans la technique. Et il y a 1000 raisons de se laisser déborder par la vague des nouveautés. C'est difficile quand votre temps est celui de l'intégration qui engage votre entreprise et vos équipes pour plusieurs années. Il est bien sûr beaucoup plus long que celui des prescripteurs en tout genre ou du marketing des éditeurs se renouvelant tous les ans. C'est aussi particulièrement difficile quand le centre de gravité est orienté gestion et coût. Pourtant, si le développement d'applications n'est pas juste support de l'activité, mais au cœur des métiers et de la stratégie de l'entreprise, ce qui est souvent le cas, alors il est important de garder un pied et pourquoi pas une main dans la technique et la technologie. Cela permet de faire de la DSI un gisement de valeur et d'optimisation. Et pourquoi pas être en tête de pont pour anticiper les changements de modèle de votre secteur. Ensuite, rester affûté sur des sujets techniques clés permet de ne pas être totalement hors sol vis-à-vis de ses équipes opérationnelles et ainsi faciliter la communication et le dialogue. Et pourquoi pas les challenger ou les aider avec un regard neuf en cas de difficulté. Enfin, c'est aussi limiter sa sensibilité aux vendeurs de rêve et appréhender au mieux les solutions proposées, les charges de mise en œuvre et l'apport de valeur des solutions choisies. Le troisième domaine de compétences est important car il s'agit des soft skills.
Les soft skills sont les compétences transverses que l'on oppose souvent aux compétences plus techniques, dites hard skills. La définition n'est pas toujours très claire, alors je vous propose celle-ci. Les soft skills regroupent les compétences transverses qui permettent de catalyser la productivité interne ou externe. Les soft skills internes sont donc toutes les compétences qui vous donnent un effet de levier sur vos autres compétences. Par exemple, votre capacité d'organisation, d'apprentissage, de synthèse, d'analyse et de résolution de problèmes. Pour les soft skills externes, on peut retrouver l'expression orale, le management d'équipe. Par exemple, la capacité d'écrire un message ou de faire un discours qui motivera vos collègues est une soft skills externe. Alors après avoir évoqué le troisième domaine de compétences, vous vous demandez peut-être quel est le quatrième et dernier domaine. Ce que j'appelle les compétences spécifiques regroupe 1. Les compétences intrinsèques à votre organisation et à son environnement, et 2. Les compétences que vous allez chercher chez vos collègues dans d'autres disciplines. Pour les premières, c'est la capacité à intégrer l'environnement de son organisation pour exécuter sa mission. C'est particulièrement marqué dans les grandes entreprises et les grandes structures. Il s'agit donc de bien comprendre les fondements du cœur de métier, l'articulation des marchés, de son organisation et sa stratégie. Mais c'est bien plus que cela. C'est comprendre ce qui fait sa spécificité unique par rapport à une autre entreprise concurrente, c'est-à-dire ses valeurs, sa culture, sa spécificité organisationnelle. Par exemple, pour les avoir à peu près toutes côtoyées en tant que client pro, des entreprises comme Orange, SFR, Bouygues Télécom, etc. partagent le même cœur de métier. Mais pour le reste, valeurs, histoire, culture, organisation, stratégie, tout est totalement différent. Enfin, les compétences que vous allez chercher chez les autres vont vous permettre d'affûter ce que vous délivrez. Ça paraît fumeux comme cela, mais c'est très concret. Voici un exemple assez classique. Quand vous êtes amené à acheter un service ou des biens pour votre entreprise, on vous demande en général de bâtir un budget. Se renseigner et comprendre le terrain de jeu de votre DAF est donc très utile, car sans se transformer en comptable, savoir lire le bilan et les comptes de résultats de votre entreprise, comprendre ce qu'est un exercice comptable et toutes les contraintes financières vont vous permettre de construire de manière efficiente la trajectoire budgétaire de vos projets. Nous avons commencé à explorer les différents niveaux d'expertise et les 4 grands domaines de notre camembert. Vous avez certainement perçu la largeur du spectre des compétences couvertes et cela peut donner le vertige, surtout si l'on démarre sa formation ou son apprentissage. Mais comme je l'évoquais en début de vidéo, c'est la réflexion et l'apprentissage de toute une vie. L'idée est plutôt de sortir du cadre et d'être vigilant aux opportunités qui vous permettront de maximiser leur développement. Concrètement, l'apprentissage n'est pas uniquement lié à la case formation. Il peut s'agir par exemple de quelqu'un dans votre équipe disposant d'une expérience ou d'une expertise disposée à la partager et à vous aider dans votre quête. La dernière vidéo de la série sera d'ailleurs dédiée aux pistes et aux idées qui vous permettront de maximiser votre apprentissage. Enfin, dans les suivantes, on commence l'exploration en profondeur dans nos 4 domaines et si vous voulez être prévenu en avance de la sortie de mes articles et vidéos, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter sur mon site simplicité.fr. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cela vous a plu et vous sera utile. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages pour me dire quelles sont les compétences importantes pour vous ou votre vision de l'apprentissage. Je vous dis à très bientôt. Salut!